Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast, où nous plongeons dans l'univers fascinant et parfois impitoyable des stratégies de pouvoir avec les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Aujourd'hui, nous allons explorer les 15 premières lois de ce guide emblématique, conçu pour ceux qui cherchent à comprendre les mécanismes souvent invisibles qui régissent les dynamiques de pouvoir dans notre société. Ces lois, tirées de l'histoire, de la philosophie, et des anecdotes de figures historiques et contemporaines, offrent des perspectives qui vont bien au-delà du simple manuel de stratégie. Elles nous invitent à réfléchir sur la nature humaine, l'éthique, et l'efficacité personnelle dans des contextes compétitifs. Que vous soyez un entrepreneur, un créatif, un leader d'opinion ou simplement un curieux du comportement humain, ces lois vous offriront des outils pour naviguer dans les eaux souvent turbulentes des relations de pouvoir. Préparez-vous à un voyage à travers des concepts tels que la discrétion, la stratégie, la prudence et, parfois, la ruthlessness, tous essentiels pour maîtriser l'art du pouvoir. Sans plus tarder, lançons-nous dans la découverte des 15 premières lois, en commençant par la première loi, ne surpassez jamais le maître. Asseyez-vous confortablement, et préparez-vous à être non seulement informé mais également transformé. Assurez-vous de toujours faire en sorte que ceux au-dessus de vous se sentent supérieurement compétents. Ceci est crucial dans des environnements. La première loi, ne surpassez jamais le maître, est cruciale pour quiconque souhaite sécuriser et avancer sa position dans une hiérarchie. Cette loi souligne l'importance de ne pas éclipser ceux qui détiennent des positions supérieures, car cela pourrait menacer leur statut et entraîner des représailles. Par exemple, prenons le cas d'un jeune conseiller travaillant directement sous un sénateur expérimenté. Si le conseiller met constamment en lumière ses propres réalisations et montre qu'il peut surpasser le sénateur en termes de compétences ou de popularité, il risque de susciter de la jalousie ou de l'animosité. Pour rester en faveur, il serait plus sage pour le conseiller de mettre ses compétences au service du sénateur, mettant en avant les succès du sénateur plutôt que les siens. En faisant cela, il non seulement préserve sa place mais peut également gagner en influence à travers la confiance et la dépendance que le sénateur développe envers lui. Cette approche peut paraître contre-intuitive, surtout dans une culture qui valorise souvent l'accomplissement individuel, mais elle est essentielle pour naviguer avec succès dans des environnements hautement compétitifs et hiérarchisés. Les amis peuvent devenir complaisants et jaloux. Les ennemis convertis en alliés sont plus loyaux. La deuxième loi de « Les 48 lois du pouvoir » de Robert Greene, ne vous fiez pas trop à vos amis, utilisez vos ennemis, repose sur l'idée que les amis peuvent souvent devenir complaisants ou jaloux de vos succès, tandis que les ennemis convertis en alliés peuvent montrer une loyauté renforcée. Cette loi encourage à exploiter le potentiel de transformation des relations adverses en collaboration productive. Un exemple historique illustratif est celui de Franklin D. Roosevelt durant son mandat présidentiel. Roosevelt a habilement intégré dans son cabinet des individus qui avaient été ses opposants politiques, tels que Henry Stimson, qui a servi comme secrétaire à la guerre. Stimson était un républicain, tandis que Roosevelt était un démocrate. En intégrant Stimson, Roosevelt non seulement neutralisait une voix critique, mais bénéficiait aussi de l'expertise et de la perspective d'un ancien rival. Stimson, reconnaissant de cette marque de confiance malgré leurs différences passées, s'est dévoué à sa tâche avec une loyauté et une vigueur renouvelées. Ce choix stratégique montre que convertir des adversaires en collaborateurs peut renforcer votre position de pouvoir en consolidant un soutien plus diversifié et souvent plus dévoué. Cela souligne l'importance de la flexibilité et de la perspicacité dans la gestion des relations pour atteindre et maintenir le pouvoir. Gardez vos plans secrets pour éviter que les adversaires ne les déjouent. La troisième loi, dissimulez vos intentions, met en avant la nécessité de garder ses plans et stratégies secrets pour prévenir les contre-mesures de la part des adversaires. Cette loi prône l'usage de la discrétion comme un outil stratégique essentiel pour maintenir l'élément de surprise et éviter de révéler des faiblesses potentielles. Un exemple frappant de cette loi en action est celui de l'opération Overlord, plus connue sous le nom de D-Day, durant la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés ont mis en place une opération de désinformation complexe, nommée « Fortitude », pour dissimuler leurs véritables intentions de débarquer en Normandie. Ils ont créé un faux groupe d'armées, avec des bases opérationnelles factices et des transmissions radio truquées, pour laisser croire que l'invasion se ferait à Pas-de-Calais. Cette stratégie de dissimulation a réussi à tromper les forces allemandes, qui ont dispersé leurs ressources, ce qui a grandement contribué au succès du débarquement en Normandie. Cet exemple historique illustre comment la dissimulation des intentions peut être cruciale pour surprendre et surmonter un adversaire. En gardant leur plan secret jusqu'au moment critique, les Alliés ont pu réaliser une opération qui a changé le cours de la guerre. Plus vous en dites, plus vous êtes susceptible de dire quelque chose de néfaste. La quatrième loi,
dites toujours moins que nécessaire, les 48 lois du pouvoir, souligne l'importance de la parcimonie dans l'expression. Cette loi suggère que plus vous parlez, plus vous risquez de révéler des informations qui pourraient être utilisées contre vous ou de compromettre votre position par des déclarations imprudentes. Un exemple moderne de cette loi peut être observé dans le monde des affaires, spécifiquement avec des figures comme Warren Buffett. Buffett est connu pour ses discours et ses lettres aux actionnaires qui sont mesurés et réfléchis. Il évite de faire des déclarations grandiloquentes ou des prévisions spécifiques sur des investissements futurs, ce qui pourrait influencer le marché de manière imprévisible ou le mettre en position défavorable. En restant généralement vague sur ses intentions précises, Buffett maintient un avantage stratégique et évite de donner à ses concurrents trop d'informations sur sa stratégie d'investissement. Cet exemple illustre l'efficacité de parler de manière concise et réfléchie. En limitant les informations partagées et en contrôlant le discours, les individus et les organisations peuvent mieux naviguer dans les environnements compétitifs et maintenir une position de force. La réputation est le socle du pouvoir, protégez-la soigneusement. La loi, tout dépend de votre réputation, préservez-la à tout prix, met en évidence le rôle crucial de la réputation dans la consolidation et le maintien du pouvoir. La réputation agit comme un capital social précieux qui, une fois établi, peut faciliter ou compliquer toutes les entreprises futures. Un exemple pertinent de l'importance de la réputation se trouve dans la carrière politique de Winston Churchill. Avant la Seconde Guerre mondiale, Churchill avait une réputation mitigée due à des échecs antérieurs comme le désastre du débarquement de Gallipoli durant la Première Guerre mondiale. Cependant, sa persistance à avertir contre la montée du nazisme dans les années 1930, malgré l'impopularité de ses vues à l'époque, a renforcé sa réputation de visionnaire et de leader résolu une fois que les tensions en Europe ont confirmé ses avertissements. Cette réputation restaurée a été essentielle pour lui permettre de devenir Premier ministre et de mener le Royaume-Uni pendant la guerre. Churchill illustre comment une réputation solide peut être une ressource puissante, permettant de gagner le respect et la confiance nécessaires pour diriger efficacement en temps de crise. La protection et la gestion de sa réputation ont été clés pour lui permettre de surmonter les défis précédents et d'accéder à une influence significative. La visibilité est essentielle pour le pouvoir. Ne restez jamais dans l'ombre. La 6e loi, attirer l'attention à tout prix, affirme que la visibilité est essentielle pour acquérir et maintenir le pouvoir. Être dans l'ombre, même si l'on est compétent, souvent ne mène pas à la reconnaissance ou à l'influence. Cette loi suggère que pour être influent, il faut être constamment sous les projecteurs, se démarquer et être perçu comme un acteur clé. Un exemple contemporain de l'application de cette loi est celui de Donald Trump, notamment durant sa campagne présidentielle de 2016. Trump a utilisé des déclarations audacieuses, des tweets controversés, et des prises de position tranchées pour dominer constamment l'actualité. Cette stratégie a non seulement garanti une couverture médiatique presque continue, mais elle a également éclipsé ses rivaux, qui ont souvent lutté pour obtenir une visibilité comparable. Sa capacité à attirer l'attention a joué un rôle crucial dans son ascension à la présidence, car elle lui a permis de rester au centre des discussions publiques et de solidifier sa position de leader au sein de son parti. Cet exemple illustre clairement que dans la politique moderne, comme dans de nombreux autres domaines, attirer l'attention peut être plus bénéfique que de suivre des stratégies traditionnelles ou modérées. La visibilité peut effectivement se traduire par du pouvoir et de l'influence. Utilisez le travail des autres pour augmenter votre propre image, tout en donnant le crédit approprié. La 7e loi, faites-vous remarquer pour obtenir de l'aide, prône l'usage astucieux des accomplissements d'autrui pour rehausser sa propre stature, tout en veillant à reconnaître leurs contributions. Cette loi suggère que reconnaître ouvertement le travail des autres non seulement vous procure un bénéfice immédiat mais renforce également vos relations, créant une dynamique où les autres se sentent valorisés et sont donc plus enclins à vous soutenir à l'avenir. Un exemple classique de cette loi en action est le mécénat des arts par les Médicis à Florence durant la Renaissance. Les Médicis, en particulier Lorenzo de Médicis, ont financé et promu de nombreux artistes, dont Michel-Ange et Léonard de Vinci. Bien que ces œuvres fussent entièrement créées par les artistes, le soutien des Médicis était bien visible, associant étroitement leur nom à l'excellence artistique et à l'innovation. Par ce patronage, les Médicis n'ont pas seulement magnifié leur propre image publique, ils ont également renforcé leur influence sociale et politique en se faisant les champions de la culture et de l'intellect. Cet exemple historique montre comment le soutien au talent d'autrui peut servir à construire et à maintenir une réputation puissante, bénéficiant à la fois au patron et à l'artisan. Utilisez la tactique du piège pour amener les autres à vous, jouant sur leur psychologie. La 8e loi Les 48 lois du pouvoir, de Robert Greene,
Faites en sorte que les autres viennent à vous, conseille d'utiliser la tactique du piège pour attirer les autres à votre avantage, en manipulant les situations de manière à ce que les autres se sentent obligés de s'approcher de vous de leur plein gré. Cette stratégie est basée sur la création de circonstances qui rendent difficile pour les autres d'ignorer votre influence ou de refuser vos propositions. Un exemple emblématique de cette loi est utilisé dans le monde des échecs, illustré par la « partie de l'immortel » entre Adolf Anderssen et Lionel Kieseritzky en 1851. Dans cette partie, Anderssen a sacrifié plusieurs pièces majeures, y compris 2 tours, une reine, et un fou, pour tendre un piège psychologique à son adversaire. Ces sacrifices spectaculaires ont non seulement stupéfié les spectateurs, mais ils ont aussi forcé Kieseritzky à réagir de manière prévisible, ce qui a finalement conduit à son échec inévitable. Anderssen a créé une situation où les options de Kieseritzky étaient si limitées qu'il était presque inévitable qu'il vienne à Anderssen en suivant le cours d'action que Anderssen avait anticipé. Ce principe peut être appliqué dans divers contextes, tels que les négociations commerciales ou la diplomatie, ou attirer tactiquement vos adversaires ou partenaires à adopter une ligne de conduite que vous avez préparée peut se révéler décisif. Démontrer plutôt que discuter est une forme de pouvoir plus persuasive. La 9e loi, remporter la victoire par vos actions, jamais par argument, stipule que prouver par l'exemple est bien plus convaincant que de simplement argumenter verbalement. Cette loi préconise de concrétiser ces affirmations par des actions tangibles, qui sont plus éloquentes et laissent moins de place au doute ou à la contradiction. Un exemple notable de cette loi est l'approche adoptée par Steve Jobs lors de la présentation des produits Apple. Plutôt que de se contenter de débattre sur la supériorité de ses produits, Jobs les démontrait en action lors de ses célèbres keynotes. En 2007, lors de l'introduction de l'iPhone, au lieu de se perdre dans des discussions techniques ou des comparaisons, Jobs a simplement montré ce que l'iPhone pouvait faire. Il a navigué dans ses fonctionnalités en temps réel, démontrant la facilité d'utilisation et l'innovation de l'appareil. Cette démonstration pratique a eu un impact immense et a convaincu le public et les médias de la valeur et de la singularité de l'iPhone, beaucoup plus efficacement que n'importe quel argument aurait pu le faire. Cet exemple illustre comment les actions, surtout lorsqu'elles sont visibles et indéniables, peuvent être bien plus persuasives que les mots. En montrant plutôt qu'en disant, on peut convaincre plus fortement et établir une crédibilité qui est difficile à remettre en question. Les émotions négatives sont contagieuses, évitez ceux qui les portent. La 10e loi de « Les 48 lois du pouvoir » de Robert Greene, éviter les malheureux et les malchanceux, met en lumière la nature contagieuse des émotions négatives. Cette loi conseille d'éviter les personnes qui semblent constamment être enveloppées dans des problèmes et qui subissent régulièrement des revers, car leur malheur peut avoir un effet déstabilisateur sur votre propre situation. Un exemple illustratif de cette loi peut être trouvé dans le contexte professionnel, où le climat émotionnel d'un collègue ou d'un partenaire d'affaires peut fortement influencer l'ambiance de travail et la productivité. Supposons qu'un chef d'entreprise s'associe régulièrement avec un autre entrepreneur qui est constamment confronté à des échecs commerciaux et des problèmes personnels. Cette association peut non seulement affecter la perception de la stabilité et de la fiabilité de l'entreprise, mais peut également saper le moral et l'optimisme des autres membres de l'équipe, mettant ainsi en péril le succès global de l'entreprise. En évitant de tels partenariats et en choisissant plutôt de s'entourer de personnes qui ont une attitude positive et une trajectoire de succès, on peut maintenir un environnement plus stable et propice à la réussite. Cette approche permet d'éviter les retombées négatives potentielles et de favoriser un climat de confiance et de progression positive. Pour maintenir l'indépendance, les autres doivent constamment avoir besoin de vous. La 11e loi, apprenez à garder les gens dépendants de vous, énonce l'importance de se rendre indispensable pour maintenir une position de pouvoir et d'influence. Cette loi suggère que plus les autres dépendent de vous pour leurs besoins ou leur succès, plus vous pouvez sécuriser votre propre position et indépendance. Un exemple pertinent de cette loi est visible dans le domaine des technologies de l'information au sein des entreprises. Prenons le cas d'un expert en informatique qui maîtrise une technologie spécifique ou un système logiciel critique pour les opérations de l'entreprise. En étant le seul ou l'un des rares à comprendre et à gérer ce système, cet expert assure sa valeur et sa nécessité pour l'entreprise. Les dirigeants dépendent de son expertise pour le bon fonctionnement quotidien et les innovations stratégiques, ce qui le rend difficilement remplaçable. Cette position de dépendance peut être stratégiquement utilisée pour négocier de meilleures conditions de travail, des augmentations de salaire, ou même une promotion. En se rendant indispensable, l'individu crée une situation où son absence entraînerait un risque significatif pour l'organisation, consolidant ainsi son pouvoir et sa sécurité professionnelle. Parlez ouvertement, mais cachez vos véritables intentions derrière des mots vagues. La 12e loi,
Utilisez la sélection honnête pour déjouer, conseille de parler de manière ouverte tout en cachant ses véritables intentions derrière des formulations vagues ou ambiguës. Cette stratégie permet de maintenir une image de transparence tout en gardant ses plans stratégiques et ses objectifs à l'abri des regards indiscrets. Un exemple frappant de cette approche peut être observé en politique, particulièrement dans les discours diplomatiques où les leaders mondiaux doivent souvent naviguer entre des agendas internes et des pressions externes. Prenons le cas d'un chef d'État qui discute de ses intentions de renforcer les relations internationales. En utilisant un langage ouvert et inclusif, ce leader peut sembler engagé et coopératif, tout en restant non committal sur les détails spécifiques ou les engagements concrets. Cela lui permet de gagner du temps pour évaluer d'autres options ou de manipuler divers intérêts à son avantage, sans s'aliéner des alliés potentiels. Cette méthode de communication non seulement protège les véritables objectifs stratégiques mais permet également au leader de rester flexible, en adaptant ses actions aux circonstances changeantes sans être entravé par des promesses précises ou des déclarations trop spécifiques. Ne forcez pas ou n'imposez pas, mais adaptez votre demande à l'intérêt de l'autre. La 13e loi, quand demandez de l'aide, ayez recours à la curiosité et à l'égoïsme des autres, met en avant l'importance de formuler les demandes d'aide de manière à ce qu'elles semblent servir les intérêts de la personne sollicitée. Cette approche s'appuie sur le principe que les gens sont plus enclins à aider quand ils perçoivent un bénéfice personnel ou une satisfaction de leur curiosité. Un exemple efficace de cette loi peut être trouvé dans le milieu des affaires, spécifiquement dans les techniques de négociation. Imaginons un entrepreneur qui cherche à obtenir un investissement pour son entreprise. Au lieu de simplement demander de l'argent, il pourrait présenter son projet comme une occasion unique pour l'investisseur de participer à une innovation de rupture, soulignant comment cet investissement pourrait considérablement augmenter la réputation de l'investisseur dans l'industrie ou répondre à son désir de soutenir des solutions écologiques novatrices. En faisant cela, l'entrepreneur n'appuie pas sur le besoin d'argent mais sur l'opportunité que l'investisseur aurait à satisfaire ses propres aspirations ou à satisfaire sa curiosité pour une nouvelle technologie. Cette méthode transforme la dynamique de la demande d'aide en une proposition attrayante qui stimule l'intérêt personnel de l'investisseur, augmentant ainsi les chances que l'aide soit accordée. Gagnez la confiance pour accéder à des informations précieuses. La 14e, présentez-vous comme un ami, agissez comme un espion, suggère d'utiliser la couverture de l'amitié pour obtenir des informations précieuses. Cette loi encourage à gagner la confiance des autres, non pas uniquement pour construire des relations sincères, mais pour accéder à des renseignements qui pourraient être utilisés stratégiquement. Un exemple illustratif de cette loi peut être vu dans le monde de la politique internationale, où les diplomates et les agents de renseignement utilisent souvent des interactions sociales et des relations apparemment amicales pour recueillir des informations cruciales sur d'autres pays ou entités. Par exemple, un diplomate pourrait participer à des événements sociaux, des réunions ou des dîners avec des homologues étrangers, se comportant en ami et confident. Toutefois, l'objectif sous-jacent est de comprendre les positions politiques, les intentions, et même les vulnérabilités de ces homologues. Cette méthode peut s'avérer extrêmement efficace car les personnes sont souvent plus enclines à partager des informations lorsqu'elles se sentent en confiance et à l'aise. En se présentant comme un ami fiable, le diplomate ou l'espion peut accéder à des détails et des perspectives qui, autrement, resteraient inaccessibles. Cela démontre que, tout en étant éthiquement questionnable, l'approche de se présenter comme un ami tout en agissant comme un espion peut être une stratégie puissante pour recueillir des informations importantes. Un ennemi partiellement battu peut revenir se venger. La 15e loi de « Les 48 lois du pouvoir » de Robert Greene, écraser totalement votre ennemi, préconise l'élimination complète des menaces potentielles pour éviter toute possibilité de vengeance ou de reprise de conflit. Selon cette loi, un ennemi qui n'est que partiellement vaincu peut se reconstituer et revenir avec une motivation accrue pour se venger, ce qui représente un risque significatif. Un exemple historique de cette loi en action est la campagne d'Alexandre le Grand contre la Perse. Lorsqu'Alexandre a commencé sa guerre contre l'Empire perse, il ne s'est pas contenté de victoires mineures ou de compromis. Au lieu de cela, il a systématiquement pris le contrôle de l'Empire en éliminant complètement ses adversaires politiques et militaires, et en intégrant efficacement les territoires conquis dans son propre empire. Cette stratégie d'élimination totale a permis d'assurer la stabilité et la sécurité de son empire nouvellement étendu, prévenant toute rébellion sérieuse ou contre-attaque des forces perses restantes. Cette approche souligne l'importance de la détermination et de l'engagement total dans la confrontation des adversaires, surtout dans les contextes où la survie ou la domination complète est en jeu. Toutefois, il est également essentiel de considérer les implications éthiques et pratiques de cette loi dans des situations modernes, où la proportionnalité et l'humanité doivent guider les actions.
Pour conclure cette première partie de notre série sur les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, nous avons exploré la 15e loi, écraser totalement votre ennemi. Comme nous l'avons vu à travers l'exemple d'Alexandre le Grand, cette loi souligne l'importance d'une victoire complète pour éviter tout retour de flamme future. Il s'agit d'une stratégie qui, tout en étant efficace dans des contextes historiques et certains environnements compétitifs, doit être maniée avec prudence et discernement dans le monde moderne. Votre feedback est crucial pour nous. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante et souhaitez que nous continuions avec les autres lois, manifestez-vous. Laissez vos commentaires, appuyez sur « J'aime » et partagez ce podcast. Votre engagement nous indiquera si vous souhaitez que nous approfondissions ensemble les autres stratégies de pouvoir de Robert Greene. Restez donc à l'écoute et faites entendre votre voix, c'est vous qui décidez si nous poursuivons cette aventure captivante à travers les méandres du pouvoir et de l'influence. À très bientôt, peut-être, pour la suite de cette exploration fascinante.